Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue aux conférences humanistes. Pour une fois, l'organisateur des conférences fait des conférences. Bon, c'est pas toujours, mais c'est une opportunité, je devrais dire, parce qu'on m'a demandé, en fait c'est Daniel Barry qui m'avait téléphoné à ce sujet, si je voulais faire une conférence sur l'histoire de la laïcité pour l'association France-Québec de Montérégie. Alors, je l'avais jamais fait. J'ai déjà fait une conférence sur la laïcité au Québec en France, mais au Canada, j'ai jamais fait de conférence sur la laïcité en France. Alors, j'ai fait ça la semaine dernière, et bon, les gens avaient l'air bien contents. Alors, j'ai dit, ben pourquoi je ne répéterai pas l'expérience avec nos membres. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Entre-temps, j'ai fait une découverte. Qui est un film qu'on verra donc le 5 décembre. Je vous invite à être là le 5 décembre parce que le film est excellent. Et si vous voulez comprendre vraiment, moi ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez dire, c'est beaucoup de choses, j'ai pas tout compris. Mais ce que vous allez voir dans le film le 5 décembre, c'est d'une clarté aveuglante dans un français impeccable. Voilà. Alors, et ça sera aussi en Zoom. Donc, à ceux qui sont à distance, ne seront pas frustrés, ça va être visible à ce moment-là. Ok, alors, maintenant, donc, la laïcité en France, ça commence, je veux dire, c'est pas que le terme lui-même est récent, hein, on le voit dans les textes officiels seulement à partir de 1870. Donc, il ne faut pas s'étonner si on n'en entend pas, on n'utilise pas ce terme avant 1870, on va utiliser des termes comme séparation des églises et de l'État. On ne va pas utiliser le terme neutralité très souvent, vous allez voir. D'abord, un petit détail, ce qui est important, c'est de savoir ce que n'est pas la laïcité, parce qu'on risque de faire des erreurs. Ce n'est pas la sécularisation d'une société, comme l'a fait si magistralement notre Premier ministre au Canada, quand il a déclaré que le Canada était un pays laïque. Eh ben, on va lui donner des leçons, hein, parce que je pense qu'il a vraiment, vraiment beaucoup de rattrapage à faire. Et la laïcité, c'est pas seulement la neutralité de l'État. Ça, c'est un autre aspect de la chose que même la Cour suprême n'est pas tout à fait certaine de comprendre. La laïcité n'est pas la promotion de l'athéisme par l'État, et ça, c'est ce qui va se produire en France, c'est qu'on va reprocher aux tenants de la laïcité de vouloir en fait faire la promotion de l'athéisme, ce qui est, comme tout mensonge bien construit, contient une part de vérité. Mais bon. La laïcité est un cadre institutionnel qui vise à protéger la liberté de conscience des citoyens et pas seulement la liberté de religion. Et sur ce, nous allons démarrer véritablement. La conférence, c'est trois périodes. Vous allez voir, en fait, c'est plutôt que ça, c'est 1575. Jusqu'à juste un peu avant la Révolution. La Révolution à 1870 et ensuite 1870-1905, c'est la période de la Troisième République. C'est celle qui va concrétiser la laïcité en France. Et le point de départ est arbitraire. J'aurais pu remonter à l'Inquisition, mais c'est pas vrai. Les problèmes en fait, sont liés à la réforme du catholicisme. Les protestants, le schisme protestant va provoquer des guerres de religion. Donc vous allez avoir des guerres de religion en France, en Allemagne, en Angleterre, et avec des quantités de morts absolument épouvantables. Mais après ça même, vous avez, et pendant ça, je dirais, vous avez cette date historique en 1572 qui fait peut-être 10 000 morts et probablement plus que ça. Et ça touche 17 villes. On parle toujours du massacre de la Saint-Barthélemy comme étant d'un événement, comme si c'était un événement purement parisien. C'est pas vrai. Il y a d'autres villes, et il y a beaucoup d'autres villes où on va trouver ce massacre des protestants. C'est terrible. Il y a des catholiques qui vont essayer de sauver les protestants. C'est leurs amis, ça peut être leur famille, on ne sait jamais. Vous avez, ça traverse toutes les familles de France. Les protestants sont souvent des gens plus instruits que les catholiques.
du fait que le protestantisme exige la lecture de la Bible, il faut déjà savoir lire. Donc ça donne une couleur de lutte des classes aussi, les protestants étant souvent plus riches peut-être que souvent les catholiques de la même région. Et il va y avoir, avant ça, la paix de Saint-Germain-en-Laye, paix temporaire entre les protestants et les catholiques. Le mariage de Henri III de Navarre, qui fait énormément de vagues. Qui c'est Henri III de Navarre? Eh ben, c'est le futur Henri IV. C'est celui qui va dire « Paris vaut bien une messe ». Ça, c'est un autre aspect de la chose, mais ça touche pas la laïcité. Voilà. L'attentat contre l'amiral de Coligny. Alors ça, c'est aussi une chose qui va produire des vagues dans le beau royaume de France, parce que vous voyez bien qu'on a une rupture dans les dynasties. On se trouve à avoir un roi de Navarre qui va devenir roi de France, ça va être Henri IV évidemment, et de ce fait, ce Henri IV, il est lié aux protestants, et c'est lui, même s'il se convertit officiellement au catholicisme, il va conserver évidemment des amitiés chez ces protestants. Et donc c'est lui à qui on devra, avant même ça, vous savez, ça remet en cause le pouvoir royal. C'est Charles IX à l'époque qui est un roi contesté et contestable. Et à l'époque, on voit des remises en cause du pouvoir royal. Comment se fait-il que le roi ne peut pas faire régner la paix dans le royaume? C'est ce qu'on lui demande, après tout. La première fonction d'un souverain dans un système royaliste, c'est que les gens puissent vivre en paix. Et évidemment. Non. Tout ça, c'est des rois français. Le roi de l'Angleterre, j'en parle pas trop parce que c'est pas 1h15 qu'on aura. Hein. Je peux pas Il y a évidemment des choses qui se passent en Angleterre. Il y a une chose que je vais vous parler qui se passe, mais un peu plus tard. Alors, un point de départ, l'édit de Nantes qu'on appelle l'édit de tolérance, mais en fait un compromis qui permet à Henri IV de clôturer la 8e guerre de religion en France. On est rendu à 8 guerres de religion. Je ne sais pas si vous imaginez le bordel que ça peut être dans un pays. Ça a un effet. On crée une distinction entre le sujet politique, qui obéit au roi, et le croyant, choix religieux privé. Tiens, il y a une lumière qui s'est allumée là. Parce que c'est ce qu'on va voir plus tard, qui va se développer, c'est cette divergence, on pourrait dire, des opinions selon la politique ou selon la religion. Je passe très vite parce qu'il faut arriver aux parties intéressantes aussi. Hein. L'édit de Fontainebleau, c'est la révocation de l'édit de Nantes. C'est peut-être la pire décision de Louis XIV. En tout cas, je le vois comme ça. D'abord parce que ça va créer l'exode de dizaines de milliers de protestants persécutés qui vont aller enrichir les pays voisins, la Hollande, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, de leur talent. N'oubliez pas, ce sont des gens plus instruits en moyenne. Donc ça, c'est dramatique. Et surtout, la guerre des Camisards, dont vous avez probablement jamais entendu parler. Ça vous dit rien, hein? Moi non plus, ça me disait rien jusqu'à ce que je l'étudie, parce que c'est pas évident. Mais c'est un soulèvement qui a fait vraiment des dégâts. C'est là le terme dragonnade, si ça vous dit quelque chose. C'est les dragonnades, c'est quand l'armée en fait nettoie et exclut les manu militari, les protestants des villes où ils sont encore actifs. Et ça touche beaucoup de régions. C'est pas seulement d'ailleurs les Cévennes, mais c'est aussi le cas du Poitou, très près de chez mon lieu de naissance. La Guyenne, le Dauphiné, ainsi que le Languedoc. Le Languedoc, on s'y attend, c'était là qu'il y avait les cathares. Hein.
Alors, ça ne nous surprend pas trop. Et les protestants vont essayer de déménager où ils peuvent, hein, c'est pas toujours évident. Alors c'est une série de vexations, de persécutions, d'accueil forcé de soldats, intimidation, prise d'otages, amendes. Et alors, il y a les choses terribles comme une conversion rétractée, par exemple. Un protestant qui se convertit au catholicisme et qui revient en arrière, alors là, il a signé son arrêt de mort. C'est terrible. Les hommes sont condamnés à la mort, à la roue ou aux galères. Les femmes sont tondues, les enfants sont enlevés à leurs parents pour être envoyés dans des bonnes familles. Vous imaginez. Donc c'est cette horreur qui va marquer quand même les esprits à l'époque. Et ça, on est quand même assez tard, on est en 1685. Donc vous voyez que moins d'un siècle, à peu près un siècle plus tard, on va avoir une révolution en France. Et ben, la mémoire, elle est encore là de ces choses horribles qui sont arrivées sous Louis XIV. Et peu de temps après, alors en Angleterre, ils ont évidemment leur propre guerre de religion. Ils vont avoir Henri VIII, ils vont avoir Cromwell, ils vont avoir beaucoup de choses dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais ça va donner aussi l'occasion à John Locke de faire une lettre qui concerne la tolérance en 1689. Et bien c'est un document qui aura beaucoup d'importance. D'abord parce que John Locke a exercé une grande influence sur Voltaire. Il a aussi... Bon, Voltaire admirait particulièrement la philosophie empirique et libérale de Locke, surtout pour ses idées sur la tolérance, pour la liberté de penser et la séparation des pouvoirs religieux et politiques. En 1726, pendant son exil en Angleterre, Voltaire a découvert et étudié les écrits de Locke, notamment Essai sur l'entendement humain, où Locke développe sa théorie de la connaissance et du pouvoir de l'expérience dans la formation des idées. Oh, intéressant ça. Ça s'appelle la science éventuellement. Cette approche empirique a profondément marqué Voltaire qui critiquait souvent la métaphysique abstraite en France. C'est pas la seule chose. Locke a influencé bien d'autres personnes également, en France et ailleurs. Les trois arguments que vous avez ici, bon, vous les avez peut-être lus. Les individus ne peuvent pas déléguer à l'État le soin de s'occuper de leur âme. Donc, l'État ne doit pas s'occuper de l'âme des sujets du roi. L'exercice de la force ne peut pas contraindre les âmes, juste amener à l'obéissance. Donc, vous ne pouvez pas changer les idées des gens par la force. Même si la coercition pouvait persuader quelqu'un de quelque chose, Dieu ne force pas les individus contre leur volonté. Ça, c'est un argument, disons, déiste, mais qui n'a de valeur que pour les croyants, en fait. Puis, il y a quand même deux exceptions importantes. Lorsque Locke écrit ça, il dit « Ouais, mais attention, on ne peut pas faire confiance aux catholiques, on ne peut pas faire confiance aux athées. » Donc, sa tolérance est géométrie variable. Elle s'arrête à un certain endroit. Enfin, c'est quand même un premier pas, un grand premier pas. Et ce qui va aider considérablement l'Angleterre à atténuer ses souffrances de guerre de religion. Entre-temps, en fait, pas entre-temps, mais peu de temps après, vous avez Montesquieu qui va définir la religion comme un instrument aux mains des élites politiques. Ah oui, on s'aperçoit que les religions sont instrumentalisées par les politiciens et le politique est instrumentalisé par les religions. Donc c'est un échange de bons procédés entre eux. Et puis, Voltaire, j'ai mis à 40 ans d'abord parce que le Voltaire jeune et Voltaire vieux, c'est déjà plus tout à fait la même personne. Et la section sur les religions britanniques des lettres philosophiques, qu'on appelle aussi les lettres anglaises, c'est paru en 1734 et on y trouve des choses intéressantes. D'abord parce que sur 25 lettres, il y en a 7 qui s'occupent sur les religions britanniques. Donc,
Voltaire a observé de près ce qui s'était implanté progressivement depuis Locke, c'est-à-dire 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, et qui avait donné des résultats. Il fait l'apologie des Quakers, qui n'ont point de prêtre. Bon, c'est intéressant, on peut avoir une religion et pas de prêtre. C'est des choses comme ça. Petite critique des Anglicans, ils ont aussi la pieuse ambition d'être les maîtres. Oui, évidemment. Le 10 juin, le Parlement de Paris condamne le livre à être lacéré et brûlé, ce qui lui confère inévitablement un succès d'édition. En fait, la carrière de Voltaire va être lancée par cette maladresse du Parlement de Paris. Peut-être que l'histoire serait différente si le Parlement s'était assis sur ses mains et puis aurait dit « bon, on va laisser faire ». Parce que le résultat, c'est que les idées de Voltaire vont être connues à partir de ce moment-là. Et elles vont être connues. Quand on parle d'une édition de 20 000 exemplaires, en 1739, entre 1734 et 1739, c'est énorme à l'échelle de la nation. À ce moment-là, une édition de 20 000 exemplaires, c'est tout le monde en parle. En gros, pour l'époque. Mais Voltaire n'est pas tout seul. Jean-Jacques Rousseau, ils sont voisins à Genève à un moment donné de leur vie. Quand Voltaire va se retirer en Suisse, il va être en fait voisin de Jean-Jacques Rousseau, alors qu'ils ne peuvent pas tellement s'encadrer. Mais Rousseau a dans le contrat social des avances qui sont importantes aussi. Il appartient que le pouvoir des religions organisées peut entrer en conflit avec les devoirs civiques. Et ça, c'est intéressant, ça. Parce que ça veut dire que si on a une confusion des deux pouvoirs, comme on l'avait à ce moment-là, entre la royauté et le pouvoir catholique, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour régler des conflits de ce genre? Il n'y a pas de solution. Faites ce que vous allez voir pendant un siècle. À partir du 18e jusqu'à la fin du 19e, c'est des tentatives avortées de trouver des solutions à ce conflit qui est là. Et la solution, elle sera en 1905. Ça aura pris 2 siècles, entre le moment où on en prend conscience et le moment où, véritablement, il y a une solution qui se montre utilisable. Pour ceux qui ont été au ciné-club il y a longtemps chez les humanistes ici, on a déjà passé des films sur Jean Calas, qui était un protestant qui s'est fait condamner à mort parce qu'on a présumé qu'il avait assassiné son fils, alors que son fils, en réalité, s'était suicidé. Et la justice n'a pas été rendue parce que, en fait, il n'y avait aucune preuve. Les 13 juges ont jugé qu'il était coupable. Et il faut comprendre qu'à la suite de l'exécution de Calas, il y aura d'abord des lettres de soutien de Voltaire, qui va donc faire ce traité sur la tolérance, qui lui aussi va être lu par... Là, maintenant, Voltaire n'a pas 40 ans, il a 69 ans. Hein. On est déjà beaucoup plus loin. Et à la suite des écrits de Voltaire et d'autres aussi, on va... le procès de Calas sera rejugé à Paris et en 1765, la famille Calas sera réhabilitée. Sauf que là encore, ça a fait paraître mal la justice royale. La justice royale a été influencée indûment par le parti catholique qui a causé, en fait, les juges à préjuger, en fait, de la culpabilité de Calas. Et ça, c'est, comme on dit, ça prépare tout doucement la Révolution française. On est en 1763. Dans 25 ans, ça va être la Révolution.
Un autre, à la même époque que Calas, on va trouver aussi une autre affaire. Je vous en ai déjà parlé aussi parce que j'ai passé un film ici sur le Chevalier de la Barre, qui est la dernière personne a été exécutée pour blasphème en France. Alors, pourquoi il est condamné? Parce que l'évêque d'Amiens a décidé que l'attitude blasphématoire de trois jeunes gens, dont le Chevalier de la Barre, était inacceptable. En fait, l'évêque d'Amiens va être un peu gêné. Il a demandé d'être sévère, mais il n'avait pas demandé nécessairement la peine de mort. Et c'est le roi. Alors là, on n'est plus sous Louis XIV, on est sous Louis XV. Et sous Louis XV, il s'est trouvé une coïncidence terrible pour le Chevalier de la Barre. Peu de temps avant, il y a eu un attentat contre le roi par un certain Damien. Damien a été éventuellement roué vif, comme on veut à l'époque pour toute tentative de régicide, ce qui n'était pas inhabituel. Ça, c'est vrai. Mais Louis XV avait essayé d'atténuer la peine de Damien. Et on lui avait reproché à l'époque d'être trop conciliant avec les opposants, que ce soit à l'Église ou au pouvoir royal. De ce fait, lorsque même l'évêque d'Amiens lui-même, pas seulement, mais Voltaire aussi, va demander une commutation de la peine capitale en emprisonnement, ou en fait, ils vont essayer d'obtenir la grâce du Chevalier de la Barre, au vu de sa jeunesse, etc. Et Louis XV aurait bien aimé faire ça, mais il a été conseillé qu'il ne devait pas montrer de faiblesse. Et de ce fait, contre l'avis même de l'évêque d'Amiens qui avait initié la poursuite, le Chevalier de la Barre va être exécuté. Ce sera la dernière exécution pour blasphème. Je vous signale qu'en Angleterre, la dernière exécution pour blasphème a eu lieu le siècle précédent. Donc on est pas mal en retard en France à ce niveau-là. Et n'oubliez pas, à l'époque, ce n'est pas l'Église qui exécute, l'Église instruit le procès, elle fournit des preuves, mais éventuellement, c'est le bras séculier qui exécute. C'est-à-dire, c'est Louis XV qui exécute le Chevalier de la Barre, sur conseil, si on peut dire, du parti catholique. Louis XVI. Louis XVI, évidemment, malheureux, c'est le plus tolérant peut-être des rois de France qu'il y ait eu. Et il veut en fait accommoder. Et il voit bien qu'il y a énormément d'idées qui fermentent dans la société française de l'époque et qu'il est prêt à lâcher l'Est. Et il va accepter, par exemple, de régler un problème d'état civil. Il permet le mariage civil non religieux pour les protestants, ainsi que l'enregistrement de leur naissance et décès. Ben oui, puisque avant on n'avait que les églises catholiques qui pouvaient faire l'enregistrement des décès, des naissances et des mariages, ces gens-là, les protestants en France, les juifs, étaient en fait exclus des recensements nationaux, puisqu'ils sont pris ils sont pas pris dans ils pouvaient pas faire ça dans une église catholique, c'était impossible. Alors il accepte qu'il y ait un mariage civil pour accommoder les protestants. Mais l'accès aux charges publiques et à l'enseignement reste interdit aux non-catholiques. Ça n'a pas changé. Il a aussi tenté d'abolir des privilèges en 1787 à l'instigation de Turgot. Mais c'est Malesherbes lui-même qui avait aidé en fait à faire cette réforme qui permet en fait aux citoyens, ils ne sont pas encore citoyens, ils sont toujours sujets, ils sont sujets d'un roi, mais qui rend la vie des non-catholiques un peu plus supportable.
Ça ne sera pas suffisant et vous savez très bien qu'en 89 éclate la Révolution. Alors la Révolution, il y a beaucoup de causes, mais il y a une des causes majeures, c'est le poids du clergé sur l'ensemble, la paysannerie française en fait de l'époque. Et l'article 10 de la Déclaration de l'homme et du citoyen en 1789, c'est un point de départ. C'est la première fois où en France on va avoir cette affirmation. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Il y a quand même un caveat. Il ne faut pas que la manifestation d'une religion trouble l'ordre public établi par la loi. Donc ici, la loi a précédence sur l'expression religieuse. Tiens. Et c'est aussi la fin des privilèges ecclésiastiques. Vous savez, le 4 août 1789, les États généraux font quelque chose d'absolument invraisemblable dans la nuit du 4 août. Ils abolissent les privilèges. Je vous signale qu'il y a des membres du clergé et des membres de l'aristocratie dans l'Assemblée qui vont voter l'abolition des privilèges. Coup de chapeau. Parce que ça valait. Ils ont accepté que leur société change. Ce qui est pas mince. Et malheureusement, ils n'étaient pas forcément une majorité. En 90, c'est-à-dire un an plus tard, il y a constitution civile du clergé. Là, la Révolution française, les révolutionnaires ne savent pas encore très bien quoi faire avec toute cette quantité de gens qui fonctionnent et en fait qui dépendent directement ou indirectement du pape. Vous allez voir que cette question de dépendance d'une autorité extérieure à la France va être toujours en arrière-plan des politiciens français jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours la fibre gallicane qui se montre parce qu'on a toujours une méfiance vis-à-vis d'une autorité qui soit extraterritoriale, et le pape en est une. Il ne faut pas oublier que le pape, à l'époque, a des États. Il est assez puissant pour avoir une armée. Alors, ça, ce qu'on n'a pas réussi en fait à faire encore au Canada, mais ça viendra, il ne faut pas désespérer. Le pouvoir législatif de l'État se trouve placé au-dessus des lois divines. Ça aussi, c'est assez fort. Confiscation des biens du clergé, mais on continue de financer le clergé. Et en fait, le clergé devient, en autant qu'il signe le serment civique, il devient fonctionnaire de l'État. Donc vous voyez que ça ne se passe, ça va prendre encore un siècle avant de séparer vraiment l'État des églises, mais c'est une première tentative. Les vœux monastiques sont interdits. Ça, c'est intéressant aussi. Les fêtes chrétiennes interdites le 14 juillet, qui est la fête de la Fédération. Les non-catholiques deviennent citoyens à part entière. Alors, on n'est plus sujet, on est citoyen maintenant. Et ça change aussi la perspective de beaucoup de monde. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas, à la même époque, on est en 91, c'est vraiment en parallèle hein, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France à ce moment-là. On trouve le First Amendment. Le premier amendement, c'est « Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice ». Bon, vous ne faites pas d'illusions, tous les gens importants en Europe sont au courant. Et ils savent ce que ça veut dire. Donc c'est important de savoir que les deux révolutions, l'américaine et la française, en fait, se renforcent l'une l'autre, ce qui a été prouvé par la suite à plusieurs occasions. 1792, alors ça c'est le grand homme. Pour les humanistes, c'est un gars qui est en haut de la pyramide, hein, je vous préviens, celui-là. Condorcet par quoi? Parce que il va définir que l'État s'occupe d'une instruction publique. Maintenant, c'est un peu trop tôt. Ça ne sera pas appliqué. Pas de doctrine politique, pas d'autorité religieuse, aucun dogme intellectuel ou pédagogique. Ouf. Et surtout, aucun dogme qui aurait un avantage
contraire à la liberté des opinions. En pratique, ça veut dire quoi? Alors, vous avez tout un spectre, évidemment, de révolutionnaires. Hein. Vous n'avez pas juste Condorcet, bien sûr, et vous en avez un qui, en particulier, s'appelle Jacques-René Hébert, qui est le chef des sans-culottes. Ça vous dit quelque chose, les sans-culottes? Bon. Et il y a aussi, de l'autre côté, Maximilien de Robespierre. Tous les deux vont vouloir remplacer la religion par un culte nouveau. Ils sont encore dans cet esprit où il est impensable qu'on puisse exister sans avoir une croyance plus ou moins religieuse. Et donc, ils vont créer, un, le culte de la raison, l'autre, le culte de l'être suprême. Il y aura des fêtes. Les fêtes républicaines se substituent aux fêtes catholiques. Et vous avez la procession de la déesse raison. On est en 1793. Et le 10 novembre, c'est après la mort de Louis XVI. En 1792, les mariages, naissances, décès deviennent civils. Les registres seront tenus par les communes et cela n'a pas changé depuis 2 siècles. Les registres sont toujours tenus par les communes. En 1795, un décret de la Convention établit un régime de séparation des églises et de l'État, mais en affirmant le principe du libre exercice des cultes, l'État n'en salarie aucun, ne fournit aucun local et ne reconnaît aucun ministre du culte. Ça ne tiendra pas. C'est une première tentative. Comme je vous ai expliqué, vous allez avoir 2 pas en avant, 1 pas en arrière assez souvent lors de la conquête de la laïcité. Alors, les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice. Donc, même si c'est en dehors de l'État, l'espace public n'est pas un espace destiné au culte religieux. Et non seulement ça, la loi ne reconnaît aucun ministre du culte, nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses. Donc les processions dans la rue, c'est fini. Donc ça, c'est une première, c'est évidemment assez radical, ça ne tiendra pas très longtemps. La France n'est pas encore prête. En fait, à cause de ces difficultés-là, vous avez ce qu'on va avoir, j'en ai même pas parlé ici, c'est la guerre, les Chouans. C'est-à-dire en Bretagne et en Vendée, vous allez avoir un soulèvement en faveur des royalistes et catholiques. Et vous allez avoir cette alliance royaliste, catholique, républicain et laïciste qui va exister jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement. Alors, le Concordat, on peut dire du mal de Napoléon, mais enfin, il a essayé de réparer les pots cassés quand même. Et il a essayé d'avoir surtout d'obtenir une certaine stabilité. Il a besoin de cette stabilité en France. Il a des grandes idées, mais ça ne peut se réaliser que s'il y a une certaine paix civile à l'intérieur de la France. Il ne peut pas se permettre d'avoir des guerres civiles tout le temps. Et il va accepter un concordat, et il va d'ailleurs en fait utiliser sa puissance militaire pour aller dire au pape c'est moi le boss. Et il va de fait forcer le pape ou bien enlever au clergé sous la Révolution. Parce que le clergé, quand la Révolution a pris ses biens en France, le Vatican n'était pas du tout d'accord, vous vous en doutez. Et, détail manifestement important, les archevêques et les évêques sont nommés par le gouvernement français et non par le pape. Ça, c'est du gallicanisme 100%, ça. Les évêques, le clergé des cultes reconnus est salarié de l'État. Il y a 3 cultes reconnus à l'époque, catholique, protestant et judaïsme. C'est les seuls. Alors, c'est ce qu'on appelle le régime concordataire. Et le régime concordataire va fonctionner, plus ou moins, bancal d'ailleurs, jusqu'en 1905.
Alors ça aurait été bien, mais ça a mal marché avec Napoléon et il s'est fait renvoyer à Sainte-Hélène. Et, et donc, c'est quelque chose qui va profiter à Louis XVIII, qui est l'héritier légitime en fait de Louis XVI. Et on aura une restauration entre 1815 et 1830 qui va restauration de la loi sur le sacrilège. Tiens, on avait aboli le sacrilège, autre nom du blasphème. Relative stabilité, les Français sont fatigués évidemment. La période de la Révolution plus la période des guerres napoléoniennes, ça vous épuise un peuple hein, quand même. Sur 89, c'est-à-dire sur 22 ans, 25 ans, pardon. Sur 25 ans, ils en ont vu toutes les couleurs. Ça a beau être le pays le plus peuplé d'Europe à l'époque, il a quand même souffert beaucoup de pertes. Le régime concordataire va, en fait, il va y avoir une brève interruption en 1870-71, mais ce régime va exister. Il existe encore aujourd'hui pour l'Alsace et la Moselle, ce qui pose certains problèmes, et on verra pourquoi. Mais c'est aussi, cette restauration, c'est le retour de l'influence de l'Église. Après la période révolutionnaire et l'Empire, où l'Église avait perdu une grande partie de son pouvoir et de ses biens, la restauration favorise un retour à l'ordre ancien et une place privilégiée de la religion catholique. En fait, la charte constitutionnelle de 1814 reconnaît la religion catholique comme la religion de la majorité des Français. Bon, ce n'est plus la religion officielle, c'est la religion de la majorité. On va retrouver ce terme pendant tout le XIXe siècle. Alors, le dernier roi de France à être sacré à Reims, eh ben, en fait, c'est Charles X. Charles X. Il ne régnera pas très longtemps, d'ailleurs. C'était en quoi? En 28? En 1800, oui, de 25 à 1830. Il n'est pas très populaire. Il est suivi par un roi très différent, qui n'est plus de la branche Bourbon principale, et qui est le roi citoyen. En principe, dans sa jeunesse, il avait montré une certaine sensibilité aux idéaux de la Révolution. Et il est ambivalent avec l'Église catholique. Et il va accepter en 1833 l'enseignement primaire obligatoire dans chaque commune. On revient à Condorcet, qui avait dit il faut l'éducation populaire, il faut que les communes, et là c'est intéressant, c'est l'enseignement au niveau de la commune. Chaque commune va devoir établir une école. Ça ne va pas être encore très suivi à cette époque. Mais c'est toujours la prépondérance de l'Église catholique. Il n'y a pas de séparation Église-État. Par contre, dans la société, il y a une relative liberté d'expression et on va trouver des réflexions laïques pendant cette période qui va nous mener en 48, il y a une révolution encore, un soulèvement qui va être dans toute l'Europe cette fois-là et qui va créer en France la Deuxième République. Mais bon, la Constitution, elle me fait penser à la Constitution canadienne. On est au niveau de la Deuxième République en France. Au Canada, on est encore on s'est fait au nom du peuple français en présence de Dieu. Ça vous rappelle des souvenirs. La République ouvre des écoles publiques laïques. Sous le roi précédent, c'était des écoles publiques, mais où les prêtres pouvaient enseigner. La loi Fallou, en 1850, impose aux instituteurs d'enseigner le catéchisme. Donc là, c'est comme on dit, en arrière toute. On revient en arrière le plus possible. Et la loi Fallou va être observée pendant un bon bout de temps. Donc le catéchisme est enseigné dans les écoles publiques. Ça vous dit quelque chose au Québec, ça? Égalité devant la loi et liberté de conscience, cependant.
Donc il y a eu un progrès de ce côté-là. Et aussi, on a des tensions entre républicains et catholiques. Évidemment, les catholiques ont tendance à soutenir les régimes monarchiques et les républicains ont tendance plutôt à soutenir la liberté les libres penseurs, qui vont être de plus en plus nombreux, en particulier dans l'élite française et même européenne à l'époque. On ne pouvait pas manquer Victor Hugo, bien sûr. Il était, n'oubliez pas, il n'était pas seulement écrivain, il a été député sous Napoléon III. Et en 1850, c'est encore sous la Deuxième République. Et vous avez cette phrase célèbre, « Je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l'Église chez elle et l'État chez lui. » Alors cette phrase, elle a été distribuée partout sur la planète, je pense. La séparation de l'Église et de l'État, telle que l'a souhaitait l'écrivain français, sera souvent reprise pour exprimer l'application de la laïcité, notamment en 1905. Donc, il y aura des échos jusqu'en 1905. En fait, il y a des échos de cette phrase jusqu'à nos jours. Le Second Empire. On lâche la République, on revient à une monarchie, en fait. C'est l'Empire, c'est une monarchie un peu particulière, mais ça reste une monarchie quand même. Les écoles publiques continuent d'être imprégnées des enseignements religieux. On observe toujours la loi Fallou, celle qui était de 1850, qui était encore sous la Seconde République. Tolérance modérée pour les protestants et les juifs, mais pas égalité de traitement. Et là, il y a vraiment une prise de conscience des républicains qu'il va falloir séparer les églises de l'État. On n'arrive pas à faire fonctionner ce système, et ça fait un bout de temps déjà que c'est bancal. Alors celui que je préfère, l'encyclique Quanta Cura. Alors c'est pas rien, Pie IX, comme le boulevard du même nom, que vous connaissez bien. Eh bien, il a cette particularité d'avoir eu la papauté la plus longue de l'histoire de la papauté, 31 ans. Alors il a eu le temps de faire des dégâts. C'est assez bizarre parce qu'initialement, c'était un pape plutôt ouvert, libéral, mais il s'est produit quelque chose de pas drôle. Il y a eu l'assassinat du chef de gouvernement du Saint-Siège par des révolutionnaires italiens. Et le résultat, c'est qu'il est devenu pas mal conservateur par la suite. Et il va créer cette encyclique qui prétend que, en fait, il y a deux documents. L'encyclique Quanta Cura en 1864 et presque en même temps le Syllabus Errorum, le bréviaire des erreurs, selon le pape. Alors, la laïcité, dont le nom est apparu sous le soulèvement de 1871, la Commune de Paris, eh bien, c'est qualifié d'une erreur monstrueuse, comme le rationalisme. Vous savez, le rationalisme, c'est une erreur monstrueuse. Okay, vous avez la parole du pape, c'est lui qui vous le dit. Et le libéralisme, et bien sûr le gallicanisme, parce que le gallicanisme, c'est-à-dire la préférence donnée aux souverains français dans les affaires de l'Église en France, ça ne plaît pas au pape. Il n'aime pas ça. Il aime bien nommer ses évêques et ses archevêques lui-même. Ce qu'on va avoir, vous connaissez, en 1870, c'est la guerre franco-allemande qui va se traduire par un désastre monumental, la perte de l'Alsace et de la Lorraine en particulier. Et la Commune de Paris a cependant, et c'est très court, c'est 4 mois, de mars à mai, 3 mois, de mars à mai 1871, mais pendant ces 3 mois, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et on va trouver le mot laïcité. La Commune, après, elle décrète. Elle décrète, l'Église est séparée de l'État. Le budget des cultes est supprimé. Vous vous rappelez, on avait vu ça déjà dans la Révolution, mais ça avait été aboli en fait. On était revenu en arrière là-dessus. Les biens dits de main morte, c'est-à-dire appartenant aux congrégations religieuses,
sont déclarés propriété nationale. Alors les biens de main morte, ce sont les biens qui ne sont pas réclamés par des individus qui seraient légataires de quelqu'un. Et donc ça appartient uniquement au clergé jusqu'à cette époque. Ben, ces biens de main morte, ils vont les perdre. Et ça représente un capital immobilier fantastique. Vous savez comment l'Église est devenue riche? Elle est devenue riche essentiellement, non pas par les quêtes le samedi ou le dimanche, mais par les legs et ce que les congrégations religieuses apportaient dans les congrégations, soit de leur vivant, soit à leur mort. Si une religieuse était elle-même héritée d'un bien immobilier, ben, ça venait accroître les biens immobiliers de l'Église. Donc vous avez eu cette croissance infinie de l'Église, et c'était vrai partout en Europe. Et on va demander dans cette courte période la laïcisation de l'éducation. Vous avez vu que sous la Deuxième République, sous le Second Empire, les prêtres viennent faire le catéchisme dans les écoles publiques. Eh bien, la Commune de Paris dit non, on n'en veut plus. Et en fait, c'est clairement anticlérical, parce que c'est la confiscation des bâtiments d'église. L'expérience est de courte durée, puisque la commune est écrasée, et c'est une victoire pour la réaction, c'est-à-dire le parti royaliste de l'époque. Alors, on va se retrouver avec une troisième république dont la majorité des parlementaires sont royalistes. Donc c'est assez particulier d'avoir une république avec une majorité royaliste. Et donc, mais c'est quand même cette troisième république qui va évoluer assez rapidement, et elle va passer à un certain nombre de lois. Vous allez avoir le parti de l'Église et l'anticléricalisme qui est le parti républicain. Alors, c'est les républicains se définissent comme des vrais patriotes, parce qu'ils disent la République n'a pas à dépendre d'un pouvoir étranger tel que le pape. Les premières lois qui vont être... bon, il y a des lois comme l'obligation de chômer le dimanche est abolie. C'était une loi des régimes précédents d'imposer le repos dominical. C'était une loi pour tout le monde, y compris les juifs et les protestants. Donc ça va être aboli en 1880. Les lois de Jules Ferry, ça c'est quelque chose qui change les choses, parce que, et on s'en souvient encore aujourd'hui, comme on va le voir un peu plus loin. Il y a d'autres lois, la loi Goblet sur le personnel laïque dans les écoles publiques, et l'autorisation du divorce, la loi Combes. On va les voir, celle-ci, et ça va constituer en fait la dernière partie de ma conférence, qui va essentiellement s'arrêter à 1905. Alors en 81, la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. C'est le texte de la loi. Donc vous n'avez pas le droit de charger quoi que ce soit aux parents des élèves dans une école publique pour l'enseignement. Bon, ça va être contourné un peu parfois parce que vous avez remarqué que dans les écoles laïques, il y a toujours des frais pour autre chose. Bon, mais enfin, c'est quand même pas les frais totaux de ce qui pourrait être le coût de l'enseignement. L'instruction est obligatoire pour tous les enfants, garçons et filles. Garçons et filles! On est en 1882. Waouh! Alors c'est pour l'enseignement primaire, en fait, de 6 à 13 ans. Et la loi de 82 impose la laïcité dans les écoles publiques. L'instruction religieuse est exclue des programmes scolaires. Et alors, une création qui n'existait pas auparavant, l'instruction civique et morale. Ça vous dit quelque chose aussi, ça? Eh bien, ça a été créé à ce moment-là. Ça devient une matière fondamentale dans les écoles publiques. Elle vise à inculquer les valeurs républicaines, le respect des lois, l'égalité, la fraternité, la solidarité et le sens de la responsabilité individuelle et collective.
Eh bien oui, c'est le cours culture et citoyenneté québécoise, un siècle et demi avant. C'est ça, ça a commencé là. Ça a des effets. La loi de Jules Ferry a des effets vraiment importants. Parce que là, on a un effet de masse. Ce n'est plus des milliers d'enfants qui vont être éduqués, ce sont des millions. On change d'échelle. Ça va réduire les inégalités sociales parce que de ces millions d'enfants, il va sortir des nouvelles élites souvent et peut-être des changements de classe qui vont être importants. Vous savez que la Troisième République aussi, dans cette période-là, c'est une loi, un pays, si tu veux, en plein développement industriel. En fait, la France rattrape son retard industriel par rapport à l'Angleterre à cette époque. Et la réduction de l'influence de l'Église catholique. Il y a aussi ça. Les écoles normales d'instituteurs, on fabrique des instituteurs maintenant et on les fabrique laïques. On les fabrique plus dans des séminaires. Ça change. Et ils vont être, vous savez, on les appelle les hussards de la République, mais ça vient de cette époque. Et ce sont ces instituteurs qui ont vraiment changé la France. C'est d'ailleurs l'espace d'une génération, un peu plus, peut-être une génération et demie, ce pays va basculer dans le camp républicain à cause de ça. Après 1918, la République ne sera plus jamais remise en cause. Donc les tentatives royalistes, les royalistes vont s'évaporer essentiellement. Et je pense que ce sont ces choses qui ont rendu possible cette émancipation. Et ces lois demeurent un pilier de l'école républicaine française. On en parle encore aujourd'hui. Et tout ça, c'est pour indiquer que c'est l'État qui décide d'une éducation qui est laïque, gratuite et obligatoire. C'est trois mots, mais c'est pesant. Comme politiquement, c'est quelque chose. Mais il ne faut pas croire que ça va se passer si facilement. Et le parti catholique n'est pas tout à fait parti catholico-royaliste. Ça déclenche un affrontement idéologique majeur entre l'État républicain et les forces conservatrices et catholiques. En fait, de cet effet, de cette constante guérilla, vous savez, les enfants des écoles qui sortent, vous avez encore des écoles privées catholiques et des écoles publiques laïques. À la sortie de l'école, vous avez des pugilats. Les enfants se tapent dessus. Donc, c'est pas toujours drôle. Et je me souviens des insultes entre les gamins. C'était « cul béni, sans Dieu ». Les petits Français, c'est ça. Alors, la loi Combes va s'occuper d'être beaucoup plus contraignante pour le clergé par la suite, mais on va voir tout ça tout à l'heure. En 1873, de 1873 à 1897, c'est la construction du Sacré-Cœur à Montmartre. Alors pourquoi le Sacré-Cœur? Comment on justifie de construire une église dans Paris où il y en a déjà pas mal, hein? Eh bien, c'est une chapelle expiatoire des crimes des fédérés. Ça, c'est la référence à la Commune de Paris en 1871, ceux qui ont dit l'église dehors. Eh bien, ça n'a pas passé. Ils ont réussi à faire cet ouvrage qui s'appelle le Sacré-Cœur de Paris, devant lequel il y a une statue, je vous signale, du chevalier de la Barre, exécuté suite aux manigances de l'église. J'ai pris une photo, je suis à côté du chevalier de la Barre, avec le fond, c'est le Sacré-Cœur. Ben, c'est tout à fait typique de l'époque. Vous allez avoir la réaction tout au long du 19e siècle va être puissante. Elle va être puissante en France
bon, je dirais encore jusqu'en 1914. À partir de 14-18, la guerre de 14-18 fait que, de fait, les soldats français, qu'ils soient républicains ou royalistes ou catholiques ou pas catholiques ou libres penseurs, vont être dans les mêmes tranchées. Et il va y avoir une sorte de diminution de la tension entre ces deux parties. Et à la fin de la guerre, on ne parle plus guerre. En 1919, on ne parle plus tellement de ces luttes qui datent pour eux du siècle précédent. La loi Goblet, eh bien ça fait partie des étapes de la laïcisation du personnel enseignant. L'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque, exclusivement. En principe, c'est toujours en vigueur et c'est contestable, selon la jurisprudence de la Cour européenne qui dit c'est de la discrimination. Ah. Donc, il y a toujours des possibilités de revenir en arrière. Ça, c'est une chose qui pourrait être contestée parce que c'est contestable. L'État pourrait, sur plainte de l'inspecteur d'académie, poursuivre un instituteur privé. Ça, c'est quelque chose aussi de nouveau. Si quelqu'un n'était pas très content de l'enseignement d'un instituteur, jusqu'à présent, c'était une affaire personnelle. Mais maintenant, c'est l'inspecteur de l'académie qui dit « l'enseignement n'est pas conforme à la volonté du gouvernement et donc j'interviens. » Alors, c'est organisé par académie. Je ne sais pas si vous êtes familier, hein, le système français d'éducation est divisé en académies. À quoi ça correspond? Ça correspond à des régions. Alors, 1880 à 1890, c'est la laïcisation des hôpitaux et des institutions publiques. Oui, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on a surtout regardé l'éducation, mais il n'y a pas que l'éducation lorsqu'on veut avoir un État laïque. Et je vous signale que ça prend du temps. Par exemple, le système judiciaire est encore imprégné en fait de catholicisme à l'époque et ça ne va pas disparaître facilement. D'ailleurs, au Québec, ça s'est produit. La même question s'est posée aussi. Bon, les religieux qui sont dans les hôpitaux, ils sont remplacés. Ça va prendre, vous voyez, une dizaine d'années pour l'essentiel, mais plus que ça en réalité, parce que ça a traîné. La laïcisation des hôpitaux, c'est en fait terminé en 1996. Ça a pris du temps. L'idée, c'est de remplacer évidemment des religieuses par des infirmières qui sont formées dans une école laïque. Et c'est ce qui va arriver dans les 4 écoles, les 4 hôpitaux où on va créer des écoles d'infirmières. C'est la Riboisière, l'Hôtel-Dieu de Paris, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Les 4 plus anciens hôpitaux. La Salpêtrière, merci. Ouais. Puis le 4e, je ne sais plus. Ça va prendre du temps parce que, en fait, ça pose aussi un problème financier. Parce que les religieuses n'étaient pas payées grand-chose. Elles avaient une toute petite allocation personnelle qui s'appelait d'ailleurs, je ne sais plus comment, il y avait ils ont un tout petit montant, puis elles sont évidemment nourries, logées, blanchies. Mais lorsqu'on les remplace par des infirmières professionnelles, puisque c'est les premières infirmières professionnelles en fait, vont être formées à ce moment-là, ça va coûter des sous et ça va être un frein. Le gouvernement ne va pas être toujours très pressé de finir la job parce que ça lui coûte des sous. Et ça ne s'est pas fait... alors, bon, ici on a une photo des Augustines qui ont été expulsées et qui quittent l'Hôtel-Dieu en 1908. On est déjà pas mal après la période de laïcisation des hôpitaux. Donc elles y étaient encore, mais là, elles font leur mal et elles partent. Et elles sont accompagnées aussi par une foule sympathisante, disons. En fait, la laïcisation remonte à la tourmente révolutionnaire, mais sans succès. La présence des sœurs s'est révélée indispensable.
lorsqu'un siècle plus tard, les préfets enjoignent les hôpitaux de rompre leur convention avec les ordres hospitaliers, les conseils d'administration freinent des cas de fer pour des raisons tout aussi pragmatiques qui sont résumées par le maire de Besançon dans une délibération du 24 août 1907. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? La difficulté de recrutement du personnel. Il n'y a pas beaucoup d'infirmières qui ont été formées encore, des infirmières laïques. La dépense considérable devait en résulter en raison de la non-rémunération du personnel congréganiste, c'est comme ça qu'on appelle les infirmières religieuses. Le service dévoué fourni par le personnel actuel, le très petit nombre d'élèves laïcs ayant suivi jusque-là l'école. Et oui, on est au début. La révocation de fondations importantes. Et de fait, les religieuses ne coûtent pas cher. Donc ça va être le frein majeur. Et elles ont une indemnité de vestiaire, ça s'appelle, ce qu'elles touchaient. Voilà. Mais ça se fera. Et aujourd'hui, vous ne trouvez pas de religieux dans les hôpitaux français. Mais il y a un contexte aussi. Vous n'oubliez pas, dans cette période, c'est aussi la période de l'affaire Dreyfus. Donc entre 1994 et 1906, eh bien, ça révèle un clivage entre les républicains laïcs, justice, égalité, et les milieux cléricaux et nationalistes, qui soutiennent souvent les accusations injustes contre le capitaine Dreyfus, principalement parce qu'il est juif. Ils ne sont pas catholiques, donc c'est pas catholique. C'est ça l'idée, quoi. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce que, en fait, les protestants et les juifs français sont très bien intégrés à l'époque. Je veux dire, c'est assez remarquable. Je veux dire, ils sont infiniment mieux intégrés que les juifs et les protestants au Québec aujourd'hui. Donc cette affaire, ça va renforcer l'anticléricalisme chez les républicains. Les républicains vont dire, bon, il n'y a plus rien à faire avec eux, c'est un obstacle aux valeurs républicaines et ça va causer un durcissement de la laïcité. Ce qui va se produire dans les années qui vont suivre, évidemment. La loi sur les associations, on n'en parle pas souvent de ça, mais ça a été un outil. En 1901, les associations doivent avoir un permis du gouvernement. Donc, comme au Canada, vous avez cette nécessité de vous enregistrer en tant qu'association. Si vous ne le faites pas, je ne sais pas si c'est illégal au Canada, mais en France, c'est illégal. Vous ne pouvez pas avoir une association et vous prétendre une association si vous n'êtes pas reconnu par le gouvernement au travers de la loi sur les associations, ce qu'on appelle toujours la loi de 1901. Donc vous avez ces deux lois. La loi de 1901 sur les associations, la loi de 1905 sur la séparation. Alors, ils doivent obtenir une autorisation légale. Et les congrégations religieuses sont des associations de fait qui refusent de se soumettre à cette loi. Ah, nous c'est le pape. Ah ben oui, là on va voir encore. C'est le pape ou c'est la République? Il va falloir décider. Ça conduit à la fermeture de plusieurs d'entre elles. L'exception, évidemment, c'est l'Alsace et la Moselle qui, à cette époque, est encore sous contrôle allemand. D'où les lois de Émile Combes. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais c'est un peu avant. C'est en 1904. Et c'est la suppression de l'enseignement congréganiste. C'est-à-dire que les congrégations religieuses ne peuvent plus enseigner à moins d'avoir un permis. Et en fait, elle interdit l'enseignement en France à toutes les congrégations religieuses. Et elle organise la liquidation de leurs biens. Alors, bon, il y a toujours une solution. On reconvertit l'enseignement confessionnel en école privée. Alors, c'est d'où ça vient cette idée qu'en France, on ne parle jamais des écoles catholiques, on parle toujours des écoles privées. Alors que les écoles privées en France, c'est 95%, c'est des écoles catholiques. Donc, confusion du terme est voulue. C'est parce qu'en faisant privé, on se drape dans la liberté d'avoir des écoles à notre goût, n'est-ce pas? Mais en fait, ce sont des écoles catholiques. Et donc, l'enseignement confessionnel va continuer dans ces écoles privées. Toutefois,
la façon dont elles vont recevoir des fonds de l'État, elle va être très variable selon les époques, comme on va le voir. Elles vont recevoir des fonds, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1904 et 1940, je ne suis pas sûr qu'ils aient reçu. Alors, abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations. Ah, ça c'est un petit détail aussi. Vous n'êtes pas catholique, dans quel cimetière vous allez? Il n'y a que des cimetières catholiques. Alors avant, il y avait quand même un petit carré dans un coin pour les juifs et puis un autre petit carré pour les protestants. Mais ils n'avaient pas le droit de faire aucun service religieux à l'intérieur du cimetière. C'était évidemment une discrimination tout à fait honteuse vis-à-vis de leurs propres croyances. Ils peuvent avoir les rites qu'ils veulent, mais ça faisait partie en fait de cette continuité de faire du harassement vis-à-vis de tous ceux qui n'étaient pas catholiques. Bon, ça va être aboli. Et c'est là qu'on a la gestion des cimetières, ce sont les communes qui vont le reprendre. Alors moi, dans ma petite ville natale, il y avait un cimetière, le cimetière Saint-Denis. Et le cimetière Saint-Denis, évidemment, à l'origine, il était catholique, mais il était, à cette époque, il a été rendu aux communes, et donc c'est un cimetière communal. Et donc toutes les religions y ont accès. Elles ont aussi ce qu'ils appellent le service extérieur des pompes funèbres. Parce qu'il y a le service intérieur et le service extérieur. Alors le service extérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur. D'où les cérémonies dans les cimetières font partie de ça. Donc c'était parce qu'en 1804, sous Napoléon, les cimetières étaient neutres, mais seulement avec les cultes reconnus, qui pouvaient procéder aux rites funéraires et aux inhumations. Et les cultes reconnus à cette époque-là, c'était d'après le concordat de Napoléon, c'était catholicisme, protestant et juif. Les autres, ils n'existent pas. Alors les athées, allez vous promener. Vous n'existez pas, d'abord. La caricature que vous voyez ici, c'est Combes, qui est ici, et qui essaye de couper le nœud qui attache en fait l'Église catholique avec la République. Donc il y a eu beaucoup de caricatures tout au long du XIXe siècle. Vous avez un paquet de caricatures sur toutes ces luttes républicains, royalistes, républicains, catholiques. Alors, Aristide Briand. Alors, je vous signale que Aristide Briand, ça va être la vedette du film que vous allez voir dans 15 jours. Parce que c'est lui qui est le rapporteur de la loi sur la séparation des églises et de l'État. C'est sous le gouvernement de Clémenceau. Et il considère les congrégations catholiques comme le prolongement du gouvernement romain. Ça, c'est ce que dit le président du Conseil. À l'époque, le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir. Le président du Conseil est le vrai maître, c'est le Premier ministre, si vous voulez, d'aujourd'hui. D'où, en rupture avec le Vatican, le Concordat de 1802 devient catholique. Devient caduc. Mon Dieu, quel beau, quel merveilleux lapsus. Aristide Briand déclare la séparation loyale et complète des églises et de l'État comme réponse indispensable aux difficultés politiques qui divisent la France. Évidemment, c'est bordélique depuis 40 ans, hein, depuis 1870 en fait. Et ils vont arriver à une espèce de compromis. Et d'ailleurs, je présente le film non pas comme la loi de séparation des églises et de l'État, mais comme le compromis de 1905, parce que c'est un compromis. Et l'Église va y trouver pas mal son compte, comme on verra. Donc, comme vous voyez, on se gargarise avec la loi de 1905, mais la loi de 1905, elle fait certaines choses, mais elle donne beaucoup à l'Église catholique. Elle lui donne des églises gratuitement. Alors, elle prend les églises, mais elle dit, OK, je vous les rends, mais c'est moi qui vais payer pour l'entretien. C'est pas génial, nécessairement. Mais bon.
C'était une façon de faire passer une loi et d'éviter surtout des troubles dans le pays, parce qu'il y en aura quand même, hein, il y aura quand même des troubles. Alors il y a des batailles, vous les verrez là, dans 15 jours, sur la question qu'est-ce qu'on fait avec les biens des églises, comment on va les attribuer, qui va les recevoir, comment on va... par exemple, l'article 6, ils disent oui, mais il y a 2 associations qui veulent utiliser cette église. Comment on fait pour arbitrer? Alors là, les catholiques disent oh, c'est facile, il y a juste à demander à l'évêque, à l'archevêque. Hein, bon, ben non, on dit non, non, c'est le Conseil d'État français qui décidera. Donc c'est la reprise en main. Ce sont des biens nationaux, c'est le Conseil d'État qui en dispose. Évidemment, ça ne plaira pas au pape. Ça, vous pouvez être sûr de ça. Et on se souvient toujours dans la loi de 1905, c'est la République qui assure la liberté de conscience. Hein. On ne parle plus de liberté de religion, on parle de liberté de conscience. C'est aussi une nouveauté. Et garantit le libre exercice des cultes, avec des restrictions potentielles. Et surtout cet article 2, qui a fait jaser beaucoup en Europe, c'est que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors depuis cette époque, les prêtres et les évêques français ne sont plus payés, ne sont plus des fonctionnaires de l'État, ce qu'ils étaient jusqu'à présent suite au concordat de Napoléon. Donc c'est la grande rupture. Cependant, on verra que par la suite, le gouvernement va quand même subventionner indirectement les écoles privées confessionnelles dans la mesure où ils fournissent le curriculum de l'État, qui est défini par l'État et non pas par le pape. Ils vont pouvoir recevoir en fait 100% de ce qu'ils recevraient s'ils étaient dans l'enseignement public. Donc, mais ça touche les enseignants, ça ne touche pas le reste du personnel. Donc c'est différent du tout de la formule québécoise, où vous avez 60% de ce qu'on donne au public, on le donne aux écoles privées, y compris confessionnelles, mais ça veut dire que la République subventionne quand même en partie l'enseignement confessionnel. Elle permet à l'enseignement confessionnel de subsister. Parce que sans ça, elle se réduirait considérablement, puisqu'il n'y a vraiment que les familles riches qui pourraient s'offrir un enseignement confessionnel. Ce que les Français, là j'anticipe sur la fin du XXe siècle, c'est lorsque vous allez avoir une tentative sous le gouvernement Mitterrand d'abolir le financement des écoles confessionnelles privées. Et ça va créer un tollé en France. Et il y a la plus grande manifestation qui a eu lieu en France. C'est une manifestation contre cette abolition du soutien au privé. Ça a ramené 2 millions de personnes dans la rue. Donc, mais alors, faudrait comprendre que ce n'est pas forcément la défense de la religion qui est en cause, mais la défense de la pluralité des enseignements. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de Français apprécient d'avoir, même s'ils sont athées, apprécient d'avoir, en cas de pépin, la possibilité d'envoyer leurs gamins à une école privée qui va avoir des méthodes peut-être différentes, qui va peut-être être plus stricte, etc. Et c'est un choix. Donc, moi, mon frère est allé chez les maristes, mes parents... c'est pas parce que les maristes, c'était une école confessionnelle, c'est parce que c'était un pensionnat, on pouvait espérer obtenir des résultats dans les études. Donc il y avait cet aspect-là qui était... Mais en fait, il était dispensé de beaucoup de choses religieuses. C'était un enseignement... C'est une école privée où la confessionnalité était en fait optionnelle, dans le fond. Donc, les Français ont refusé que l'État ait un monopole sur l'éducation. Il faut le voir comme ça. Et c'est compréhensible. Je veux dire, c'est bien beau, mais avoir une seule source pour l'enseignement, c'est peut-être risqué. Donc, maintenant, pour revenir à 1905,
Les biens religieux saisis par l'État un siècle plus tôt restent sa propriété. Ça, c'est final. C'est-à-dire que vous allez continuer à avoir des églises françaises avec dessus écrit République française, et quelquefois en dessous, j'ai déjà vu, liberté, égalité, fraternité. Ce qui n'est pas du tout chrétien, mais bon. Mais elle se réserve le droit de confier gratuitement les bâtiments de culte aux associations cultuelles. Mais les associations cultuelles doivent s'occuper des réparations de toute nature, sauf les grosses charges, des grosses réparations. Si le toit fuit, typiquement c'est l'État qui s'en charge. Maintenant, il ne se chargera pas de la décoration intérieure. Voilà, donc ça fonctionne comme ça depuis 1905. J'ai été baptisé dans une église comme ça, qui est marquée République française. Mes parents ont été enterrés à cette église-là, toujours sur la République française, mais avec un bâtiment qui est utilisé de fait par le diocèse et qui fournit des messes à tous les chrétiens du coin, à tous les catholiques du coin. Ouais. Donc c'est un régime qui n'est pas strictement une séparation, mais c'est un régime que les Français ont accepté comme tel. Et le prix de la paix sociale est quelquefois de faire des concessions afin de maintenir une cohésion sociale suffisante, en fait. La tourmente des inventaires, ben ça ne s'est pas fait tout seul. D'abord, c'est l'opposition totale de Pie X qui dit « Niet, je ne veux pas de ça ». Refus d'appliquer la loi jusqu'en 1924. Donc ça cause évidemment des troubles. Troubles en Bretagne, en Vendée, dans le Massif central et dans les Flandres. Il y a des morts. Bon, c'est pas comme au siècle précédent. Il y a quelques morts dans des échauffourées dans diverses villes françaises à l'époque. Donc ça s'est pas si mal passé que ça. Alors, l'inventaire, il y a 70 000 édifices religieux et c'est perçu comme un préliminaire de spoliation. Cet inventaire, on dit, pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils veulent voler nos églises. Ah. Et puis, il y a une phrase malheureuse. Dans un des textes qui est envoyé aux agents chargés de l'inventaire, on leur demande l'ouverture des tabernacles. Ça, c'était pas une bonne idée, vraiment. Et ça a créé, évidemment, des manifestations. Alors, sur les 70 000, il y a 4 800 lieux où il y a eu des manifestations. Mais il y a quand même 63 200 où il n'y a pas eu de problème. Donc la vaste majorité des lieux, des Français, ont accepté, étaient assez mûrs, parce qu'ils avaient vu qu'est-ce que c'était les échauffourées précédentes. Ils en avaient peut-être marre aussi. À un moment donné, on dit, bon, ben... Même les catholiques trouvaient que c'était pas un si mauvais deal. Et on verra par la suite que c'est vrai. Le fait qu'ils n'aient pas à s'occuper de l'entretien des majeurs des églises, alors qu'on leur en donne l'usage, théoriquement, ils pourraient payer pour ça, mais je pense qu'ils le font. L'État ne charge pas. Maintenant, à cause de ces manifestations, Clémenceau a suspendu les inventaires. Il a dit aux gars, OK, mettez la pédale douce, essayez pas de faire les inventaires s'il y a de l'opposition, on le fera plus tard. C'est ce qui s'est fait progressivement dans les années. Et en fait, les inventaires ont été terminés avant la guerre 14. Alors, très rapidement, de 1906 à 1940, c'est la consolidation. Alors, il reprend Fallières, Clémenceau avait mis la pédale douce, mais Fallières a dit, bon, on continue, et on va terminer la nationalisation des biens. Et l'instauration des associations cultuelles pour gérer les édifices religieux. Évidemment, il faut confier à des personnes locales la gestion au jour le jour de ces édifices. C'est le rôle de ces associations qui, évidemment, doivent être inscrites selon la loi de 1901 comme étant agréées par le gouvernement. Donc une association qui serait, par exemple, je ne sais pas,
destiné à la subversion de la République pourrait ne pas être accepté selon la loi de 1901 parce que ce serait de la subversion. Oui. Petit détail, en 1940, alors j'en ai pas parlé, mais il y avait en 1918, l'Alsace et la Moselle reviennent à la France et afin de sauvegarder l'attitude des Alsaciens et des Lorrains qui avaient été sous le régime allemand depuis la guerre de 70, le gouvernement français de l'époque a décidé de laisser le concordat en place. Donc, exceptionnellement, depuis ce temps-là, les prêtres, les rabbins et les pasteurs en Alsace et Moselle sont payés, sont salariés du gouvernement, passé le régime concordataire. Alors, de temps en temps, la libre pensée française ressort ça de ses cartons et dit « ça ne peut pas durer » et ça dure toujours. Mais bon, c'est la situation actuelle. C'est un compromis historique. Si on n'avait pas fait ça, il y a eu un référendum pour demander à l'Alsace et à la Lorraine s'ils voulaient rester françaises, retourner françaises. Et il est possible que ce référendum, qui était positif dans ce cas, dans la réalité, aurait été négatif si on avait insisté pour abandonner le régime concordataire et le nouveau régime républicain à la place. Ça aurait été risqué. Donc là, on espère. Alors, il y a quand même eu un changement, il n'y a pas très longtemps. La loi sur le blasphème, qui faisait partie du concordat et qui avait été abolie en France comme telle, existait encore aujourd'hui, enfin, il y a 4-5 ans, en Alsace et en Lorraine. Et le gouvernement français a décidé que non, ça faisait trop. Là, ça a été aboli. Donc, il n'y a plus de blasphème, il n'y a plus de loi contre le blasphème sur la totalité du territoire français. J'exclus les territoires outre-mer. Il y a des exceptions partout. Ça se peut que dans certains territoires d'outre-mer, vous ayez encore ce genre de législation. C'est très possible. Pendant la guerre, l'occupation, c'est le régime de Vichy avec maréchal Pétain. Et le résultat, c'est que le maréchal Pétain va s'appuyer sur les forces les plus réactionnaires. Il ne va pas s'appuyer sur le Parti communiste. Il ne va pas s'appuyer sur le Parti socialiste. Il va s'appuyer sur tout ce qu'on appelait à l'époque la réaction pour, en fait, maintenir un certain pouvoir à Vichy. On jugera Pétain comme il le faut peut-être dans un siècle, je ne sais pas. Mais le résultat quand même, c'est que l'enseignement catholique est valorisé, les valeurs chrétiennes sont valorisées. Vous savez que ce n'est plus, sous l'occupation, ce n'est plus liberté, égalité, fraternité qui devient la devise française, c'est... Travail, famille, patrie. Merci. Et oui, c'est donc des valeurs très conservatrices, pour être gentil. Voilà. À la Libération, c'est de nouveau la séparation des églises et de l'État, mais les avantages que les écoles chrétiennes ont obtenus sous l'occupation vont être en grande partie conservés. Problème. C'est la guerre scolaire des années 50. Et on reconnaît un financement public pour l'enseignement privé sous contrat, ce qui crée une forme de coexistence entre l'école laïque et l'école privée, principalement catholique. C'est la loi de Bré en 59. Il y en aura d'autres. Je passe très vite parce que, comme je vous dis, je passe un film qui va être surtout sur 1905. C'est toutes ces choses-là que, normalement, vous avez dû en entendre parler parce que c'est contemporain, en fait. Il y a eu une affaire, l'affaire du voile à Creil. C'est une histoire de hijab avec des écolières, alors qu'en principe c'était interdit d'avoir des habits religieux dans les écoles. Et le Conseil d'État, à l'époque, a tranché en faveur d'une tolérance encadrée. C'est à l'air assez bizarre, mais ça ne tiendra pas très longtemps. Alors, il y a, c'est en 2004, je pense,
Le gouvernement Raffarin qui prend des mesures pour limiter l'influence des sectes et préserver les institutions publiques de leur pression. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est créée, inscrivant la protection contre les dérives sectaires dans le cadre de la laïcité. C'est tout un autre chapitre et malheureusement, je pense que j'ai très largement dépassé mon temps. Et alors, je vais vous laisser avec ça. Merci de votre attention.